e-learning, Formation, neurosciences, micro-learning, dyslexie, apprentissage, Mind mapping, numérique, pensée design, apprentissage social, co-création. collaboration. Épisode 6, mon invité du jour c'est Jérôme Bianchi qui va nous parler de trouble 10 et en particulier d'un projet qu'il a lancé et qui s'appelle Identidis et qui permet le dépistage de trouble 10 par les parents. Jérôme Bianchi, bonjour. Et bonjour Marco. Eh bien, je suis ravi de vous recevoir parce que moi j'ai été vraiment séduit par votre projet et donc j'aimerais qu'on en parle plus aujourd'hui et j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de cet apport. Et donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes, me dire qui vous êtes, d'où vous venez ? Alors moi, je m'appelle donc Jérôme Bianchi, je suis neuropsychologue et je viens du Sud, je viens de Nice. J'ai 3 postes à Nice. Je travaille tout d'abord au centre de référence des troubles des apprentissages du CHU Lanval. J'ai une activité en libéral accompagnée de 2 orthophonistes et d'une psychologue clinicienne où j'ai plus un rôle en tout cas un objectif de prise en charge des enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Et j'ai la chance de pouvoir intervenir en tant qu'expert à la MDPH, donc Maison départementale du 06. Voilà. D'accord. On en reparlera parce que effectivement les MDPH jouent un rôle important dans le diagnostic, si j'ai bien compris, et puis dans le suivi des enfants. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre projet Identidis. Donc de quoi s'agit-il en fait ? Alors, donc Identidis, c'est une échelle, un questionnaire dédié au repérage des troubles 10. Alors, trouble 10, pour Identidis, ça veut dire l'aide au repérage du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On appelle généralement TDAH. TDAH, tout à fait. De la dysphasie, donc trouble développemental du langage oral, de la dyslexie, de la dyspraxie, c'est vrai que maintenant on utilise plus le mot, donc le terme trouble développemental de la coordination, et du fonctionnement exécutif, qui regroupe pas mal de petits modules cognitifs tels que la mémoire de travail, la flexibilité, le contrôle inhibiteur. Donc c'est une échelle d'aide au repérage, si je dois la résumer en quelques mots. Ok. Et alors cette échelle, vous l'avez mise à disposition de tout un chacun ? Tout à fait. Alors, parce qu'il existe déjà beaucoup d'échelles, seulement ces échelles sont généralement utilisées par les professionnels. Si on utilise une échelle pour votre enfant, ça veut dire que déjà il a rencontré un professionnel. Ça veut dire que pour moi, on n'est pas en amont du repérage, on est déjà sur le repérage et on rentre en fait dans le parcours de soins. Donc, si vous voulez, l'objectif de ce projet-là, c'était de proposer Identidis à tout le monde. Alors, quand je dis tout le monde, ça veut dire en premier lieu les parents. Les parents, parce que ce sont eux qui vont remplir Identidis. Les professionnels, bien sûr, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychiatres, etc. Et également les enseignants. Voilà, donc c'est une échelle qui est disponible pour tous. Ok, alors pourquoi vouloir absolument que les parents fassent le dépistage avant de rencontrer un professionnel ? Eh bien parce que, en fait, si vous voulez, Identidis, c'est la 7e version. C'est la 7e version, elle est née en 2014. Cette échelle, mais c'est la première version qui bénéficie de normes, on va en parler peut-être un petit peu plus tard. Oui. Voilà. Et c'est vrai que, si vous voulez, en 2018, on a fait une petite statistique au centre de référence. On a fait la moyenne de l'âge des enfants qui accèdent au centre de référence. Alors, pour rappel, le centre de référence est un centre diagnostique hospitalier dont la mission principale est d'établir un diagnostic pour des enfants qui sont en difficulté scolaire. Moyenne de l'âge, 10 ans et quelques mois. Ce qui, pour moi, constitue... C'est déjà très tard. Hein. Voilà, on est au pied du collège et donc ça constitue l'entrée dans le diagnostic un petit peu tardif. Donc, dans l'idée, c'était de proposer une échelle qui puisse être utilisée par ceux et celles qui connaissent le mieux les enfants, à savoir les parents. Parce que, on est des cliniciens, on sait effectivement que les parents... s'alertent rapidement, perçoivent quand même s'ils ne peuvent pas mettre de mots sur les difficultés, perçoivent les décalages, sont en lien avec les écoles. Et donc, on voulait se servir de ce levier pour justement les faire rentrer dans la boucle du repérage. Ok, et donc, à partir d'enfants de quel âge est-ce que cette échelle est efficace ? Donc, les normes que nous avons établies l'année dernière s'étalent pour les enfants du CE1 à la 3e. Voilà. Alors, c'est-à-dire quel âge ? Parce qu'on a des auditeurs français, mais on a aussi des auditeurs un peu partout en Europe et hors d'Europe, d'ailleurs. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis ravi aussi. Alors, si je dois le transposer en âge, ça ferait de 7 à 15 ans.
7 à 15 ans, ok. Et donc, pour vous, est-ce qu'un repérage avant cet âge-là, c'est trop tôt, c'est peu fiable ou À la question pourquoi vous n'avez pas étendu les normes au CP, voire en grande section de maternelle ou voilà sur du préscolaire. En fait, Identidis, donc c'est une échelle, je le répète, elle est constituée de signes d'appel. Les signes d'appel, c'est les signes d'alerte, c'est les difficultés qui pourraient renvoyer à certains troubles. On observe en fait des signes d'appel qui sont totalement différents, notamment pour les sphères langagières, qui sont totalement différents sur le CP, voire effectivement avant. L'année dernière, on a tenté une ébauche d'Identidis version maternelle. Bon, c'était vraiment une première ébauche, hein, je répète, la version actuelle a passé 7 versions. On se rend compte qu'effectivement, l'élaboration de signes d'appel sur le préscolaire, c'est très compliqué parce que les choses évoluent très rapidement. Et pour le CP, si on devait imaginer balayer le CP, il faudrait faire un Identidis spécial CP, ce que je n'exclus pas du tout. Voilà. D'accord. Et donc, pour l'instant, ça démarre pour les enfants de 7 ans, 7-8 ans et au-delà. Alors, vous me disiez, oui, justement, ça permet de repérer différents types de troubles. Mais quels sont ces types? Donc, on a parlé de langage. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Alors, la sphère attentionnelle, sans trouble du comportement, hein, avec ou sans hyperactivité, avec ou sans impulsivité. Donc la sphère langagière sur les deux aspects, hein, l'aspect production de langage, l'expression, et l'aspect réceptif, donc la compréhension. On a une sphère qui balaye le langage écrit dans son entièreté, à savoir est-ce que mon enfant arrive à décoder? Est-ce que mon enfant comprend ce qu'il lit? Est-ce que le passage à l'écrit est difficile? Est-ce que l'écriture, la prise de notes, l'orthographe? On a tout un module, toute une sphère sur l'aspect moteur. Donc moteur dans sa globalité encore une fois. Hein. Est-ce que mon enfant a des difficultés graphomotrices, a des difficultés en motricité fine, en coordination, en motricité globale? Et enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des fonctions exécutives avec voilà, la mémoire de travail, la mémoire à court terme. Est-ce que mon enfant est capable de flexibilité mentale, c'est-à-dire de passer d'une tâche à une autre, d'un raisonnement à un autre? Est-ce que mon enfant est capable de bien planifier ses activités? Est-ce qu'il est capable d'inhibition? C'est-à-dire que est-ce qu'il est capable de s'empêcher d'eux? Est-ce qu'il est capable de s'empêcher d'être distrait? De s'empêcher de tout toucher ce qui est présent sur la table, etc., etc. Donc on a, ça, je ne vais rien dire parce que quand je suis dans un musée, il faut vraiment que je me fasse violence pour ne pas tout toucher non plus. Donc... Si vous faites du musée, c'est que vous avez un bon contrôle inhibiteur, c'est très bien. Pas toujours. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans le questionnaire, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs sections, mais chaque section consiste en une série de questions et je les ai trouvées extrêmement accessibles. Oui. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait l'université pour comprendre les questions, c'est un langage tout à fait compréhensible par le commun des mortels et ce sont des questions très concrètes par rapport aux enfants. Il n'y a pas de théorie, mais basées vraiment sur des observations que les parents peuvent faire à la maison ou qui peuvent tirer des échanges avec les enseignants. C'est quelque chose de très concret. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé dans votre questionnaire. C'était un peu l'objectif à partir du moment où on dédie cet outil aux parents, on va dire, dans l'aspect je complète le questionnaire, qui complète, ce sont les parents. Il fallait absolument qu'on simplifie au maximum les signes d'appel. Quitte à laisser certains signes d'appel de côté, mais ça nous a permis effectivement de faire un gros travail de reformulation et de simplification à ce niveau-là, pour le rendre populaire. Alors, il faut bien préciser aussi que ce n'est pas un diagnostic. Oui. Et que donc, c'est un outil pour aller voir un spécialiste après l'avoir construit, l'avoir complété, mais ça ne remplace ni le spécialiste, ni le diagnostic. Alors complètement, et ça c'est, vous faites bien de le souligner, c'est à répéter parce que je veux pas que cet outil-là, que les gens pensent que cet outil-là se substitue à l'expertise des professionnels, quels qu'ils soient. C'est simplement, l'idée c'est de mettre à cheval les gens sur le parcours de soins. Donc en fait, on se pose une question, on est enseignant. Je suis enseignant et dans ma classe, j'ai un enfant qui me pose problème dans le sens où cet enfant, il rentre pas dans certains apprentissages. Et c'est vrai que je travaille beaucoup avec les enseignants. Et vraiment, le retour qui m'est fait à chaque fois, enfin qui m'était fait à l'époque, c'était, mais voilà, je sens que pour cet enfant, il y a quelque chose, mais je sais pas sur quoi m'appuyer, en fait, pour orienter les parents, mais au-delà de ça, je sais même pas vers qui les orienter. Donc, en fait, c'était aussi donner aux enseignants, c'était leur redonner un petit peu l'expertise, enfin, on va dire, valoriser leur expertise, parce que les enseignants, ils sont présents 80% du temps pour les enfants. Ils ont leur expérience, leur expertise. Et c'était de dire, voilà, vous avez votre regard. Si vous pouvez appuyer votre regard clinique
sur un outil qui est normé pour effectivement orienter les parents. Après, les parents, ils font ce qu'ils veulent, mais de pouvoir donner un peu de légitimité effectivement à cette expertise. C'était un petit peu ça aussi, et revaloriser le travail des enseignants. On en parlait un peu en off, mais beaucoup d'enseignants s'impliquent énormément pour ces enfants-là, et c'est vrai qu'il faut le souligner, mais il faut les aider. C'était d'ailleurs le mot qui revenait le plus quand on a fait l'enquête pour le MOOC, c'était le mot démuni. C'est Aussi ça. bien de la part des parents que de la part des enseignants. Si on veut vraiment le bien des enfants, mais on ne sait pas par où commencer. On n'a pas les outils et on n'a pas les mots à mettre sur les mots de nos enfants. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très pénible à vivre. Et vous savez, quand vous avez rien, quand on a rencontré beaucoup de monde parce qu'on a beaucoup de partenaires dans le travail qu'on a effectué pour les normes. Les normes, ça veut dire tout simplement que, on pourrait en parler un petit peu tout à l'heure. Les normes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez compléter le questionnaire et le questionnaire va vous dire si, par rapport à la moyenne des enfants de l'âge, entre guillemets, l'échelle situe votre enfant dans la moyenne ou situe votre enfant en difficulté. En fait, c'est ça les normes, c'est pouvoir comparer l'enfant. Quand on a voulu effectivement créer les normes, on a dû forcément s'associer à l'inspection d'académie, à l'éducation nationale. Et en fait, ce qui est ressorti, on a fait pas mal de réunions où il y avait les inspecteurs et les enseignants, les chefs d'établissement. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est, mais quand même, vous n'allez pas croire que nos enseignants sont devenus médecins. Et je dis, mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est-à-dire que je veux pas que vos enseignants soient des professionnels qui s'impliquent dans le diagnostic, enfin, qui vont établir un diagnostic. Je veux que vos enseignants aient les armes pour pouvoir propulser ces enfants-là sur le parcours de soins et le parcours diagnostique. Mais ils ont fini par comprendre. Donc, c'est bon. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans votre outil, c'est tout à la fin, vous donnez une série d'explications sur qui sont les professionnels et sur ce qu'ils font. Parce que là aussi, je pense qu'il y a une énorme confusion dans l'esprit des parents, des enseignants et dans le mien aussi quelquefois, entre qui fait quoi, entre l'orthophoniste, l'ergothérapeute. Voilà. Enfin, en plus, dans chacun des pays francophones, chaque spécialité a un nom bien particulier, donc il faut encore une traduction franco-française pour s'y retrouver. Le questionnaire s'associe à un manuel. Alors le manuel, il a pour vocation d'expliquer tout simplement l'objectif du questionnaire, de montrer simplement comment on arrive à le compléter et comment on l'utilise, mais il va au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il prend la main de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli le questionnaire, vous avez des points de couleur. Soit vous avez un point rouge, c'est-à-dire que Identidis a identifié que votre enfant, sur tel domaine, par exemple le langage oral, il est en difficulté. Vraiment, il est en grosse difficulté. Soit il y a un point orange, donc là, on parle de difficulté modérée, soit on parle d'un point vert. Mais à partir de là, il va prendre la main de l'utilisateur parce qu'il va vous dire, bon voilà, il a un point rouge sur le langage oral, qui on va voir en premier? Est-ce que quand on a des difficultés de langage oral, on va consulter un pédopsychiatre? Réponse non. On va consulter une orthophoniste en priorité. Tout ça pour éviter aussi, je dirais, l'errance diagnostique. Parce que quelquefois, vous avez des enfants qui rentrent dans le parcours de soins, mais qui ne rentrent pas par la bonne porte. Et quand l'enfant ne rentre pas par la bonne porte, forcément, ça ralentit l'accès au diagnostic et aux soins. Il y a une définition de chaque profession. Ok, Identidis m'oriente vers un orthophoniste, mais c'est quoi un orthophoniste? C'est quoi un ergothérapeute, etc. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a associé à tout ça une aide, je dirais, pédagogique, parce que on est des cliniciens. Avant tout, moi, je suis pas chercheur, je suis clinicien, mais par contre, je m'entoure de chercheurs qui font magnifique travail à ma place. Mais si vous voulez, on sait très bien que les places sont chères et que les délais d'attente sont longs. Notre volonté, c'était de pouvoir dire aux parents et aux enseignants, enfin à tous ceux qui utilisent Identidis, cet enfant a un point rouge sur le langage oral. Quelles sont les adaptations pédagogiques en or, c'est-à-dire quelles sont les 2-3 adaptations qui vont pouvoir être mises en place en attendant d'avoir un soin, en attendant d'avoir un diagnostic pour soulager l'enfant sur 80% de son temps. Voilà. Oui, quelquefois les aménagements ne sont pas forcément énormes ni compliqués. On voit quelques petits changements à effectuer dans la classe pour que finalement ça profite à tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais moi, j'aimais vraiment bien cette partie où vous dites effectivement où aller, parce que, comme vous dites, je suis beaucoup les groupes Facebook où les parents et les enseignants se retrouvent, et je vois parfois des gens qui ont consulté 4-5 spécialistes, et puis ça dure depuis un moment, parce que comme vous le dites, comme vous le rappeliez justement, les délais d'attente sont parfois extrêmement longs. Oui. Et puis finalement, ils ont été orientés vers un spécialiste qui ne va rien leur apporter parce que c'est pas du tout, ça ne correspond pas au type de trouble qu'ils rencontrent. Alors moi, ça m'intéresse effectivement que les parents puissent trouver votre outil, mais alors où le trouver? Comment trouve-t-on le questionnaire Identidis?
Alors, a priori, vous pouvez le trouver sur un site, c'est-à-dire www.identidis.com. Donc, Identidis, IDENTIDYS.com. Voilà. On mettra les liens aussi dans le blog et sur le site de podcasting. Et alors, donc je vais sur le site, et puis qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux remplir le questionnaire? Alors, on l'a pas dit, mais le site, bien sûr, l'accès au site est gratuit. Le questionnaire est gratuit. Et je tiens aussi à dire que nous ne gagnons pas un centime sur ce projet-là. C'est un projet bénévole. Donc, Identidis est gratuit et restera toujours gratuit. Ça, c'est une chose importante. Okay, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Voilà. De toute façon, si on veut démocratiser le repérage, on ne pouvait pas afficher un prix en dessous du questionnaire. Donc, c'était une volonté de notre part. Donc, quand vous allez sur le site, sur la première page, vous avez 3 onglets. Vous avez 3 boutons, 3 gros boutons. Vous avez le bouton le questionnaire. Donc là, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le questionnaire. Donc, vous le téléchargez, vous l'imprimez et vous le complétez. Le bouton qui est juste en dessous, c'est le manuel. Donc pareil, vous le téléchargez, vous le regardez, le consultez. Donc c'est le questionnaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Du coup, un 3e onglet, et ça me permet de sauter peut-être quelques étapes dans notre interview. Il y a un onglet qui s'appelle vous pouvez le compléter en ligne. Alors ça, c'est un projet qui va prochainement aboutir. Je vais pas donner de date parce que c'est un projet compliqué à mettre en place, mais on est sur la finalisation. Oui, j'imagine. Pour avoir travaillé sur des questionnaires en ligne, je peux imaginer ce qu'il y a derrière et je ne vous envie pas. Voilà, donc alors je me suis totalement déchargé de cette tâche et en fait je me suis associé donc à Sébastien Horard qui est neuropsychologue en Belgique, à Charleroi, qui connaissait une école de codage. Donc on est en lien avec des étudiants qui nous aident à coder ça. Donc en clair, qu'est-ce que c'est? C'est que prochainement vous n'aurez même plus à télécharger en fait le fichier d'Identidis et à le compléter avec un crayon. Vous pourrez le compléter directement en ligne. Alors vous allez me dire oui, bon, ok, ça va nous faire économiser 10 pages. Mais à part ça, quelle est la plus-value? La plus-value, elle est simple. C'est que à partir du moment où vous complétez questionnaire Identidis sur le site Identidis, eh bien, c'est le site qui fait tout. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé vos réponses, Identidis va vous afficher les points de couleur par domaine. Donc, je rappelle, TDAH, langage oral, langage écrit, etc. Et au-delà de ça, il va vous générer un compte-rendu automatique. C'est-à-dire que ce compte-rendu va vous dire, votre enfant, il est en difficulté sur le langage oral. Je reprends le même exemple. Vous allez consulter une orthophoniste. Qu'est-ce que c'est une orthophoniste? On peut mettre en place ces adaptations là au niveau pédagogique et en plus de ça, on a pris le parti de faire un peu de guidance parentale et c'est donc le site internet qui va vous conseiller des lectures adaptées en tant que parent pour mieux comprendre les difficultés qui pourraient sous-tendre effectivement les troubles qui pourraient sous-tendre les difficultés de votre enfant. Voilà, et tout sera automatisé. Vous pourrez soit imprimer le compte-rendu, soit l'envoyer à un professionnel ou à qui vous voulez. Et voilà. Donc l'envoyer directement depuis le site web. C'est-à-dire que les médecins, par exemple les médecins, les pédiatres, pourront donner le site internet, l'adresse du site internet aux parents, leur dire écoutez, vous allez remplir ce questionnaire et vous allez me l'envoyer par mail, le compte-rendu. Et en fait, le professionnel, quel qu'il soit, va recevoir le compte-rendu en direct avec les résultats du questionnaire. Oui, parce que finalement, ça aide. On a parlé des enseignants, on a parlé des parents, mais finalement, celui que ça va aider aussi, c'est le professionnel qui va recevoir le questionnaire et qui va pouvoir appuyer. Déjà s'appuyer dessus, il a déjà non pas un diagnostic comme on le disait tout à l'heure, mais en tout cas des éléments tangibles et concrets sur lesquels déjà aiguiller son diagnostic. C'est ça. Vous savez, moi, quand les parents m'appellent pour une consultation, pour un bilan en cabinet, j'ai quelques délais d'attente. Et quelquefois, je me rends compte tout simplement que l'enfant, il n'a pas besoin d'un neuropsychologue en priorité. Il a besoin, par exemple, d'une orthophoniste. Ça, c'est un travail qu'on fait par téléphone. Mais je peux très bien envisager à ce moment-là d'orienter les parents vers le site internet, de leur demander de compléter. Et moi, en recevant le compte-rendu, leur dire, écoutez, en priorité, je ne suis pas la personne que vous devez consulter. Par contre, on va vous faire gagner du temps. On va essayer de vous trouver une orthophoniste. On va essayer de vous faire entrer peu à peu dans le parcours de soins. Oui, pour éviter justement ces errances dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Ok. Et alors, vous parliez des MDPH. Est-ce qu'elles ont un rôle aussi dans Identidis? Et à partir du questionnaire, est-ce qu'il y a une relation avec elles ou directement ou... Non, pas du tout. En fait, on n'a pas impliqué la MDPH, en tout cas le MDPH du CO6 n'a pas été impliqué dans l'élaboration du questionnaire.
On part du principe quand même, alors même si après la reconnaissance du handicap, elle peut parfois se nécessiter, la mise en place d'une auxiliaire de vie, etc., tout ce qu'on peut imaginer à partir de là, mais on a imaginé que beaucoup de situations pouvaient se régler dans le droit commun. C'est-à-dire, oui, on va mettre en place peut-être un PPRE, un projet personnalisé de réussite éducative, ou un PAP, un projet d'aide personnalisée, avant de passer sur la case MDPH. Moi, je vois beaucoup pour avoir un pied dans la MDPH, je vois aussi beaucoup de dossiers qui sont constitués un peu rapidement pour obtenir un PPS, pour obtenir tout de suite une AVS, parce que rien n'a d'abord été tenté dans le droit commun. Donc, j'espère que l'outil pourra aussi permettre de fluidifier aussi un petit peu le parcours des enfants en recherche d'étiquette de handicap. Mais je dirais que voilà, d'essayer de fluidifier aussi le parcours de soins de ce côté-là, en évitant au maximum que des enfants qui pourraient être pris en charge dans le droit commun soient obligés forcément de remplir le dossier MDPH. Oui, parce que là aussi, il y a énormément de confusion. Tout à l'heure, sur Facebook, de nouveau, vous allez croire que je passe ma vie sur Facebook, mais je vais chaque jour, en tout cas, jeter un coup d'œil dans différents groupes et voir un peu ce qui s'y passe pour me maintenir un peu au courant et voir aussi quelles sont les tendances pour une prochaine session du MOOC 10. Et je voyais le compte rendu d'une maman à qui un enseignant, je pense, avait donné un conseil, mais complètement à côté de la plaque, de demander un PAP à la MDPH. La MDPH n'a rien à faire avec un PAP. C'est un PAP ou c'est la MDPH, mais ça peut pas être les deux. Ça peut pas être les deux en même temps. Et donc, je pense que tous les deux ont encore pas mal de travail à faire pour débroussailler cette jungle, parce que les parents ne s'y retrouvent absolument plus et les enseignants non plus. Ouais, les parents, ils sont perdus, mais je les comprends tout à fait. Moi, je les admire parce qu'ils ont un courage et une persévérance incroyable. Complètement. Et on voit souvent arriver des familles qui sont épuisées, des enfants pour lesquels effectivement la situation initiale n'est pas dramatique, mais que à force effectivement de cumuler, on finit par créer beaucoup de choses et des situations qui deviennent quelquefois dramatiques, phobie scolaire. On en voit beaucoup hein, pour des profils qui sont pas si compliqué que ça, mais la vie fait que, et le parcours de soins fait que, on se retrouve avec des situations qui empirent. Alors qu'avec quelques bonnes mesures prises dès le départ, on aurait pu éviter l'épuisement, on aurait pu éviter le temps perdu. Exactement. Oui, c'est vraiment pour ça que j'apprécie de vous avoir pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que je pense que votre outil, effectivement, peut vraiment soulager pas mal de personnes dans ce parcours-là. Et donc, rappelons quand même que ce n'est pas un diagnostic malgré tout, mais que c'est une aide à la prise de décision de la part des parents. Donc, l'orientation des parents, et puis une aide, ça peut constituer une aide au diagnostic, mais ce n'est pas un diagnostic. Non, pas du tout. En aucun cas. Est-ce qu'il y a un autre message que vous auriez envie de faire passer au cours de cet épisode, ou quelque chose sur lequel vous auriez envie d'insister Donc, j'ai parlé de la version online. Oui. Informatisé d'Identidis. L'objectif de l'équipe, c'est, je dirais, de maintenir les normes à jour, c'est-à-dire qu'on va continuer le travail de normalisation pour toujours proposer aux utilisateurs des normes actualisées, des normes de plus en plus précises. Donc ça, c'est un objectif qu'on s'est donné. Donc ça, c'est la première chose. Je voudrais, parce qu'à la fin de votre questionnaire, il y avait les coups de cœur. Oui. Alors, moi, vous connaissez mieux la marge du podcast que moi, c'est bien. on va vous embaucher comme animateur. C'était une carte. Non, le coup de cœur, je dirais, le coup de cœur aux institutions, aux écoles, aux collèges qui nous ont aidés, parce qu'ils ont été nombreux. Ça a été un vrai un travail épuisant, mais qui vraiment qui valait le coup. Donc je remercie toutes les familles qui ont accepté de participer au projet, aux enfants forcément par répercussion. Et je remercie aussi tous les professionnels, quels qu'ils soient, toutes les familles qui ont téléchargé le questionnaire. Là, à l'heure où je vous parle, on en est à 15 200 téléchargements depuis un an. Téléchargement direct, j'espère que ça va continuer. L'objectif aujourd'hui, il est simple, hein. La diffusion la plus totale possible. Voilà. Passez le mot, utilisez-le. On a un onglet contact sur le site internet, donc on est réactif sur ces mails. Donc moi, je suis preneur de tous les retours, même si ce sont des retours négatifs. Il n'y a aucun problème. Oui, qui vous permettent d'améliorer l'outil et d'en faire quelque chose encore plus efficace. Oui. Complètement. Par exemple, il y a des professionnels qui m'ont dit, par rapport au manuel, vous avez parlé de la définition de chaque profession.
C'est vrai que j'ai eu quelques petits retours quelques fois en disant ah ben voilà, moi je suis par exemple ergothérapeute et la définition que vous en donnez, elle est un peu restreinte. Donc c'était en même temps voulu pour que les parents, que ce soit un peu ludique pour les parents, mais du coup, ça nous donne des idées de peut-être sur une version 2.0 du manuel, de pouvoir étayer un petit peu ça. Donc, on est vraiment preneur. Aujourd'hui, le questionnaire, il s'est un peu exporté aussi, hein. On a eu des retours du Québec, on a eu des retours de Nouvelle-Calédonie, de la Belgique. Donc, on est super heureux. Voilà, le tout, c'est que ça puisse aider les enfants. Et encore une fois, il y a pas d'argent gagné là-dessus, hein, vraiment. Ok, mais on est bien sur la même longueur d'onde et donc nous aussi on va faire le maximum pour diffuser la nouvelle et pour partager cet outil extraordinaire. Jérôme Bianchi, merci énormément d'avoir participé à cet épisode et puis surtout courage pour continuer avec cet outil vraiment formidable. Merci. Merci à vous. Cet épisode est à présent terminé. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser un message sur le site de podcasting. Prochain épisode avec Fabien Morin qui nous parlera de WooClap.